Son du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà le thème choisi pour ce débat. Voilà la dernière dorsale de cette émission, la matinale, le train d'audace sur la 106.8. Nous aurons comme invité ce jour Anissé Kane, président du Jumanidem, Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, également Jean-Claude Biliga, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien avant, nous reviendrons donc sur ce 15e sommet extraordinaire qui débute donc aujourd'hui dans la capitale politique du Cameroun, la 15e conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À quoi devrait-on s'attendre? Qu'est-ce qui pourra filtrer de ce rendez-vous des chefs d'État de la zone de Semar? Et quand on sait que la problématique de la libre circulation continue à se poser avec on en parlera donc d'entrée avec nos invités, dont déjà en plateau le président Cyril Sambaka de l'Alliance des forces progressistes. Bonjour président. Bonjour à tous les auditeurs. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve dans ce studio ce matin. Ça faisait un moment que je n'étais pas passé. Bonjour encore. J'ai bien vous poser la question de savoir comment se porte l'Alliance des forces progressistes à ce jour. Je dois dire que nous faisons notre bonhomme de chemin sans bruit et je pense que la situation du Cameroun demande beaucoup plus de réflexion et puis voilà, nous nous préparons, n'est-ce pas, à mettre en place notre grande plateforme d'adhésion en ligne et autres parce que, voyez-vous, la situation du Cameroun ne permet pas de circuler la nuit et tout. Moi, je me rappelle dans les années 91, quand on allait pour les implantations et tout, on passait la nuit sur les routes. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, nous allons utiliser les éléments que nous avons sous la main pour essayer d'étendre nos idéaux et puis notre programme. Alors, selon vous, vous parlez justement de cette insécurité qui gagne du terrain au Cameroun. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette insécurité? Est-ce qu'on peut évoquer quelques causes et peut-être également des pistes de solutions? Oui, mais depuis que nous sommes sortis du plan quinquennal avec l'ancien président, nous avons une sorte de navigation à vue. Parce que si je me rappelle bien, dans le dernier plan quinquennal que le Cameroun a connu, il était question de développer les communes, de développer les régions et de développer une sorte de décentralisation économique afin de permettre que partout au Cameroun qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler, ne pas avoir envie d'aller en aventure dans les grandes villes parce que ces grandes villes vont être saturées et puis on va connaître ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi je pense que on avait commencé déjà au niveau pas des régions, parce qu'il n'y avait pas encore des régions, des provinces. Si vous prenez la province du littoral, par exemple, il y avait un projet pilote, il y avait des projets pilotes vers le nord. Il était question d'intensifier cela et puis de se spécialiser dans tout ce qui pouvait sortir de ces régions pour faire donc ce Cameroun-là qu'on appelle l'Afrique en miniature. Mais tout ça a été balayé. Les usines, tout ça ont disparu. Moi, je me rappelle quand nous étions gamins, tous nos parents se levaient le matin, soit pour aller à l'usine, soit pour aller au port, soit pour aller à la Sonnelle, soit pour... Bref, tous les parents se levaient le matin pour aller au travail. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où les enfants, bardés de leur diplôme, sont là à faire des enfants chez leurs parents. Donc voilà, les données ont changé. C'est pour cette raison que nous avions salué en 1991 le fait qu'on voulait décentraliser, c'était voir déjà les choses en face. Mais vous vous apercevez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, même cette décentralisation n'est pas encore mise en place. Et nous constatons que même le budget reste centralisé et que les collectivités territoriales décentralisées ne font. Je pense que c'est le deuxième sujet sur les sénatoriales. Donc voilà, ce constat est fait. Il y a une remontée du tribalisme, des divisions. Tout ce qui peut affecter un pays, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes en train d'évoluer comme des gens qui veulent se suicider. Donc, il est temps, je pense, de faire un point, d'analyser tout cela
et de se rappeler que Lumumba, avant de mourir, avait bien dit qu'un jour, les Africains écriront leur propre histoire. Ce sera une histoire de gloire. Et je me rends compte qu'au Cameroun, notre histoire est cachée. Parce que les historiens ont écrit, mais on n'enseigne pas à l'école, on n'enseigne pas la solidarité, on n'enseigne pas le patriotisme. Toutes ces choses-là, n'est-ce pas, nous manquent terriblement pour nous qui avons connu la période où le Cameroun était en train de se construire. Le voir aujourd'hui se détruire, ça nous fait beaucoup de mal. Alors voilà, on va, avant que d'embrayer directement sur le sujet inscrit à l'ordre du jour qui porte sur les sénatoriales 2023, j'aimerais déjà prendre votre point de vue au sujet de cette 15e conférence des chefs d'État de la zone de CEMAC qui s'ouvre donc aujourd'hui dans la capitale politique Yaoundé. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Je dois dire que vous-même, dans votre introduction, vous avez relevé quelques défaillances, la circulation des personnes et des biens. Ce qu'il faut d'abord constater, c'est que la CEMAC, c'est un petit machin. Alors, ces pays sont tellement petits que le Cameroun apparaît comme un monstre. Alors, si on est un monstre, ça veut dire que on doit montrer la route. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Au Cameroun, il y a tellement de divisions en ce moment. Au Gabon, il y a des divisions. En Guinée équatoriale, il y a des divisions. Alors, quand des micro-États sont divisés à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Ils ne peuvent que développer des choses qui ne peuvent pas les faire avancer. La CEMAC doit fermer. Il faut un ensemble plus grand qui comporte le Congo, qui comporte, n'est-ce pas, l'Angola et autres, pour penser quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, comment on peut faire ça si on n'a pas encore déterminé les problèmes de monnaie? En Angola, on n'utilise pas le franc CFA. Au Congo, on n'utilise pas le franc CFA. Cette question sera d'ailleurs abordée avec la crypto-monnaie que certains pays africains, notamment la RCA, a déjà adoptée. Oui, on peut espérer qu'avec la RCA, mais je pense qu'on va lui taper sur les mains. On risque de taper plutôt sur les mains du précurseur, celui qui veut faire que les choses avancent. Donc, vraiment, j'espère que quelque chose pourra sortir de là, mais je n'y crois pas beaucoup. Parce que pour que quelque chose de bien sorte d'un groupe comme celui-là, il faut regarder État par État, quelles sont leurs façons de voir les choses, quelles sont leurs préoccupations. Est-ce que leurs préoccupations, c'est la libre circulation? Non. Est-ce que si nous prenons notre pays, le Cameroun lui-même, est-ce que nous nous battons pour avoir un pays soudé, pour avoir un pays où il n'y a pas de division, où il n'y a pas de tribalisme? S'il y a le tribalisme au Cameroun, comment est-ce qu'on peut accepter le Gabon? S'il y a le tribalisme au Cameroun, comment on peut accepter la Guinée équatoriale? Mais nous sommes la locomotive, comme on dit. Mais cette locomotive a des devoirs beaucoup plus grands que les autres pays. Malheureusement, nous en sommes encore dans les divisions. Donc, ce sont les fondamentaux. Il faut d'abord traverser cette étape-là, où on sent la volonté de faire quelque chose ensemble. Et ma foi, on peut à ce moment-là mettre les experts des différents pays. C'est des choses qui se préparent avant, c'est des collaborations de pays à pays. Moi, je vois le Cameroun aller, par exemple, signer un accord de défense avec l'Algérie, ce que nous avons applaudi. Bon, mais qu'en est-il de la CEMAC? Bon, il parle beaucoup plus des problèmes économiques, mais la libre circulation est fondamentale. Or, ça n'existe pas. En Afrique de l'Ouest, les gens circulent. En Afrique centrale, nous avons nos façons de raisonner. Malgré le fait que la taille est petite, nous essayons de nous diviser encore davantage. Donc je crois que quand les chefs d'État se rencontrent comme ça, ils doivent se parler, ils doivent se dire la vérité, ils doivent analyser ce qui freine l'évolution de leur groupe et puis dégager quelque chose de probant. Vous voyez, je vous donne un exemple simple. Quand on est ensemble, ça veut dire qu'on fait des projets ensemble. Nos pays sont tellement petits que nous ne pouvons pas aller au Gabon. Quand le Cameroun fait la patate, le Gabon fait la patate. Quand le Cameroun fait
le haricot, le Gabon fait le haricot, la RCA fait le haricot, etc., etc. On peut, en fonction de nos potentialités, nous répartir un certain nombre de rôles pour déjà avoir le marché de la CEMAC, pour avoir quelque chose de solide. Donc nous ne sommes pas obligés de faire tout ce qu'on fait au Cameroun. Tout ça doit se faire au Gabon, tout ça doit se faire en Guinée équatoriale, tout ça doit se faire. Ça, c'est pas bon pour des gens qui disent qu'ils sont ensemble et qu'ils doivent émerger. Parce que le marché de la CEMAC doit être notre marché prioritaire. Mais si nous tous, nous faisons la même chose, le copier-coller, alors vous voyez bien qu'ensemble, on ne peut rien faire parce que nous sommes concurrents en tout. Donc, ça pose un problème de stratégie. Oui, nous sommes concurrents en tout, nous ne sommes pas complémentaires. Il faut la complémentarité pour que le groupe soit soudé. Il faut que quand on parle du Gabon, on parle peut-être du palmier à huile. Quand on parle du Cameroun, on parle de l'EVA. Quand on parle de la RCA, on parle de telle autre chose. C'est comme ça qu'on s'harmonise pour être une force. Mais quand on fait un peu de palmier au Gabon, un peu de palmier au Cameroun, un peu de palmier, on est en train de travailler pour l'autosuffisance de notre pays et on n'est pas en train de travailler pour le groupe. Et on n'a pas le marché, on n'a que le marché chez nous et on n'a pas le marché à l'extérieur. Et quand vous regardez ces pays-là, tout ce que ces pays commandent ne commandent pas à l'intérieur de la CEMAC, ils commandent à l'extérieur et notamment dans les pays occidentaux. Donc vous voyez que la balance même commerciale commence à prendre un coup. C'est tout cela. Moi, je ne pense pas que j'ai la science infuse, mais ce sont des choses qui sautent aux yeux et c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, une CEMAC digne de ce nom, viable, qui se distingue. Parce que ces pays de l'Afrique centrale, c'est le scandale de l'Afrique, en termes de richesse. Mais c'est la pauvreté totale des populations. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut donc changer de paradigme, réfléchir dans le sens où on peut avoir quelque chose de solide qui peut servir d'exemple. C'est pour cette raison que je dis il faut élargir, parce que depuis combien d'années, 60 ans, nous avons échoué. Comment faire maintenant pour avancer? Peut-être qu'il faudrait donc élargir, voir que, comment on appelle ça encore, avec l'Angola, la RCA, toute l'Afrique centrale, qui doivent se mettre au diapason. Mais avant ça, il faut que la CEMAC résolve le problème de la monnaie. C'est cela. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Président Sambaka, que de telles rencontres doivent permettre que les uns et les autres se disent la vérité en face. Faudrait-il le rappeler, en marge de chez la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et qui se tient donc ce jour à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le président Paul Biya s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue, le général Idriss Déby Itno. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ces deux chefs d'État se sont dit? Et quand on sait que leur position sur le développement de l'Afrique ou alors le pouvoir sont diamétralement opposés. Ben, je dois dire que je ne suis pas Madame Soleil pour savoir ce qu'ils se sont dit. Mais ce qui est certain, c'est que la CEMAC, au niveau de la CEMAC, les pays ne se sont jamais entendus. Ça m'étonnerait de me surprendre en train de voir une harmonie au niveau de la CEMAC. Ce serait vraiment quelque chose de formidable, mais je n'y crois pas beaucoup. Bon, vous voyez, dans une réunion comme celle-là, les choses ont été préparées avant, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. La preuve, c'est que c'est une affaire de quelques heures. Donc, nous allons bien voir, mais moi, je m'interdis d'espérer grand-chose parce que les fondamentaux ne sont pas faits, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on n'a pas mis une fondation solide, évidemment que les murs et autres ne tiennent pas. D'accord. Et nous avons rejoint en plateau Anissé Kané, président du Manidem, et Jean-Claude Biya, qui est le communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je suis obligé de les accueillir à froid ce matin. Président Kané, bonjour. Bonjour. Alors, que vous inspire d'entrer cette rencontre de chefs d'État de la zone de CEMAC à Yaoundé? On va rappeler qu'il s'agit là de la 15e conférence. Doit-on s'attendre à quelque chose?
Bien sûr, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Le problème dans la vie, c'est que pardon, il n'y a pas que la volonté qui compte, il y a aussi la conjoncture qui impose un certain nombre de choix. Le problème d'intégration africaine se pose en des termes fondamentaux tels que la présence du néocolonialisme en Afrique. Le néocolonialisme en Afrique n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon pas du tout, à ce qu'il y ait une intégration en Afrique. Parce que forcément, ça va changer le rapport de force entre l'Occident et l'Afrique. Donc forcément, il y a des freins à cette intégration. D'autant plus que la plupart des chefs d'État qui dirigent nos pays sont des affidés de l'Occident. Mais les événements les poussent à bousculer la situation. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest montre bien que la poussée populaire pour la libération de notre continent est plus forte que les freins de l'Occident et la passivité de nos chefs d'État. Il en sera de même pour la CEMAC. Les intérêts des dirigeants mis en place par l'Occident vont être de plus en plus divergents, pas contradictoires, mais divergents quant à la conduite des affaires en Afrique. Donc, pardon, je pense que ce qui va se passer de plus en plus dans la CEMAC, c'est que les poussées populaires, les divergences entre les dirigeants africains et les anciens colons vont faire en sorte que de plus en plus l'intégration africaine sera à pas forcée. Nos populations qui ont été séparées par des frontières coloniales vont avoir de plus en plus besoin d'intégration, quelle que soit la volonté de nos chefs d'État. Donc je pense qu'il faut toujours la preuve. Qui aurait imaginé un jour que la CEMAC demande qu'on réfléchisse sur l'avenir du franc CFA? Ça veut dire qu'il y a quand même un vent d'intégration et de libération qui se lève en Afrique. Alors, Jean-Claude Biya, entendre parler le président le président Radissé et Kennedy Jumanidem, de telles rencontres sont importantes. Il faudrait s'attendre à quelque chose d'intéressant. En fait, pour faire facile, c'est que les pays de la sous-région progressivement sont en train de sortir de leur léthargie, veulent se débarrasser des chaînes des puissances impérialistes. Est-ce que vous voyez ça de la sorte? Je tiens d'abord à indiquer que je m'appelle Joseph Claude Biléga et non Jean-Claude. Ah oui, je m'en excuse. Je sais que sur le document qui vous a été envoyé, c'est écrit Jean-Claude, c'est une erreur, mais c'est Joseph Claude. D'accord, merci. Et je voudrais également m'excuser auprès de vos auditeurs du retard. Il y a beaucoup d'embouteillages. Et je croyais faire 45 minutes de chez moi ici, j'en ai fait plus d'une heure. Donc on peut estimer que les Camerounais vivent de mieux en mieux parce qu'ils ont beaucoup de voitures. D'autres peuvent dire que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de route, mais partout il y a des embouteillages. Ça veut dire pourquoi vous me regardez? Ce qui manque, ce sont les transports communs. Alors c'était pour rire un peu. Et ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, il y a ce problème de prise de conscience que certains estimeraient, pourront dire que cette prise de conscience est tardive, mais je pense qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, avec la création de la CEMAC, avec la création de la CEAC, parce que la CEMAC, c'est les 6 pays dont on a parlé, mais il y a également la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, qui englobe le Burundi, la RD Congo, le Rwanda et autres. Donc en fait, cette tendance à l'intégration plus grande est importante. Il ne faut pas non plus oublier la SLEC, la zone de libre-échange continentale, qui va
qui doivent pouvoir favoriser cette intégration. Il ne faut pas oublier les routes. Dans son implémentation pose encore problème jusqu'à ce jour. Oui, mais ça a commencé. Il ne faut pas non plus oublier les routes, c'est-à-dire les routes transafricaines. Celle qui part par exemple de Bamenda et passe par le Niger, arrive à Enugu au Nigeria. Il ne faut pas oublier celle qui va jusqu'à Nairobi. Il faut voir qu'au niveau même de l'Afrique centrale aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y avait hier, il est facile de partir par route de Douala pour arriver à Libreville, de partir de Douala pour arriver à Brazzaville, au Congo. Pour la Centrafrique, je ne sais pas très bien, c'est que les routes ne sont pas bitumées jusque là-bas, mais pour les deux routes, et pour la Guinée équatoriale, pour Bata, naturellement, il y a également le goudron. Donc je veux dire qu'à ce niveau-là, il y a quand même une certaine évolution avec la création, notamment par exemple au Cameroun, d'une école sous-régionale. Il y a une de tourisme en Ngaoundélé, il y a une autre à université inter-État qui est à Saint-Mélima et autres. Ça veut dire qu'en réalité, il y a les éléments d'intégration qui sont mis en place. Le seul problème qui se pose, et tout à l'heure quand je venais, je suivais le président Sambaka, qui regrettait cette histoire de libre circulation des biens et des personnes. Tous les jours, on en parle, on nous dit qu'il faut le faire, mais dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Moi, j'en ai été victime il y a quelques années. Qu'est-ce qui coince selon vous, Joseph Claude? Je pense qu'il y a cette question de micro-nationalisme, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays qui est considéré comme un grand pays, entre guillemets, et il se trouve que des pays comme la Guinée équatoriale, dont la population n'atteint pas celle de Douala, par exemple, des pays comme le Gabon, estiment que le dynamisme des Camerounais dans leur pays risque les phagocyter et risque les rendre peut-être dépendants du Cameroun ou des Camerounais. Et malheureusement, je trouve que ce raisonnement n'est pas forcément bien parce que pas forcément vrai. Mais tel que la société mondiale évolue, est-ce qu'un pays africain aujourd'hui peut penser vivre en rase clos? C'est ce que je dis que c'est un raisonnement qui n'est pas normal, dans la mesure où nous, par exemple, au Cameroun, nous avons un grand voisin qui est le Nigeria, qui a des millions de Nigérians ici qui ont pris des parts entiers de l'économie sans que cela n'entraîne la xénophobie dont sont victimes nos compatriotes dans certains pays de notre sous-région. Il faut quand même avouer, et là il faut être positif en disant qu'il y a quand même une amélioration, parce qu'avant pour aller au Gabon, j'avais besoin d'un visa, je crois qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui, et pour aller en Guinée équatoriale non plus, donc pour le reste on allait au Congo sans visa, au Tchad sans visa, en Centrafrique sans visa, donc je pense que ça a évolué de ce côté-là. Mais il y a une chose également que je suis très souvent les responsables des pays dans lesquels nos compatriotes sont chassés, qui nous disent, écoutez, la libre circulation des biens et des personnes ne veut pas dire la libre installation. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez venir, sortir, vous avez un délai généralement de 3 mois, donc 90 jours pour rester. Si vous voulez rester, vous installer, il y a des modalités, des formalités que vous devez exercer, que vous devez faire, qui vous permettent d'être régulier. Sinon, vous devenez irrégulier. Je pense qu'il faut également que ce langage soit tenu, c'est-à-dire que cette information soit portée à nos frères camerounais qui vont en aventure ou bien qui vont pour faire des affaires en Guinée équatoriale ou au Gabon, qui sachent que autant c'est facile d'aller parce qu'on n'a pas besoin de visa, sauf erreur de ma part, autant il est difficile de s'installer sans tenir compte d'un certain nombre de formalités qu'il faut faire. Je crois que même dans les pays en Europe, dans l'espace Schengen, il y a également ce genre de restrictions. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous installer, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, mesures administratives qui vous permettent d'être installé. Alors, Président Cyril Sambaka, pour sortir, est-ce que les chefs d'État ou les dirigeants des pays de la sous-région CEMAC ont les coups de franche pour impulser le développement, pour pouvoir effectivement sortir du joug des puissances impérialistes? Les coudées, je les différencierais de la volonté. Les coudées, ils en ont. Ce sont des pays souverains, ce sont des pays indépendants. Maintenant, est-ce que la volonté est long? C'est vraiment la journée d'aujourd'hui qui va nous déterminer si on est en train d'avancer ou bien on est en train de faire du surplace. Je ne peux pas préjuger. Je sais que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée équatoriale, les peuples ont envie d'avancer. Les peuples ont envie d'être souverains. Les peuples ont envoyé des signaux
à leurs dirigeants à maintes reprises que la souveraineté est quelque chose de fondamental dans nos pays en développement. Donc les chefs d'État vont avancer. Mais j'ai quand même quelques inquiétudes parce qu'il y a toujours le gendarme qui est arrivé. Donc quand le gendarme arrive comme ça, très souvent, les nouvelles ne sont pas aussi glorieuses que les résultats, quoi, que nous l'espérions. Mais il faut quand même encourager cela parce que la première chose, c'est que les gens se parlent. Si les gens ne se parlent pas, on ne peut rien faire. Donc les gens vont se parler. Et puis nous, on sera là pour observer. Si quelque chose a avancé, c'est tout notre souhait. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. D'accord, on prend une petite pause. Lorsqu'on y revient, c'est pour embrayer directement sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. On vous le rappelle, le sujet porte sur les sénatoriales 2023. Une question qui laisse subodorer le 100% du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À tout de suite. Chargé d'infos, le train d'audace quitte la gare. Le train d'audace, votre matinale d'information de lundi à vendredi sur Radio Audace. Alors, Joseph-Claude Biéa, j'imagine que... Biliga. Biliga. Ou bien Biliga. Ou Biliga, je préfère, voilà, parce que je risque de me mordre la langue. Alors, j'imagine que... bon, c'est vrai, d'aucuns disent que une nouvelle démonstration de force du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du 100%. J'imagine que vous êtes militant et heureux. Oh, mais c'était pas la surprise. Nous sommes il faut noter d'abord que nous sommes dans un système, dans un régime démocratique, et la démocratie a ses règles, c'est la majorité. Or, étant majoritaire dans les conseils municipaux, dans l'ensemble, lorsqu'on regarde le nombre de conseillers municipaux que nous avons au Cameroun et le nombre de conseillers régionaux, le RDPC est dans chaque région largement majoritaire. Dès lors que cela est acquis, le résultat devait être également acquis. Ce résultat ne pouvait ne pas être acquis tout simplement dans le cas où il y aurait eu ce que j'appelle une sorte de rébellion entre guillemets parmi les militants du parti. Parce qu'il faut quand même noter qu'il y a ce qu'on appelle, bien qu'on dise que chaque électeur est libre, et il faut noter qu'il y a quand même l'investiture faite par les partis politiques. Et lorsqu'on dit parti politique, il dit une organisation. Et lorsqu'on adhère à une organisation, on doit adhérer, on doit respecter des règles liées à cette organisation. Et notamment ce qu'on appelle la discipline du parti. Lorsque moi j'ai été 18 ans conseiller municipal, j'ai été grand électeur dans les 2 dernières élections, avant celle-ci, des sénateurs. Et je sais comment est-ce qu'on a été, comment je peux dire ça, préparé, encadré, il ne faut pas avoir honte de le dire, encadré pour que nous puissions être, qu'on ne pète pas nos voix. Parce qu'en réalité, pour pouvoir diriger, il faut être majoritaire. Si vous n'êtes pas majoritaire, et l'histoire que nous avons aujourd'hui en France, où malgré le fait qu'il y ait d'ailleurs ma majorité, le gouvernement français a été obligé d'utiliser le 49.3. Au risque de soulever, parce que les autres partis qui ne sont pas d'accord vont engager une motion de censure et qui peut faire tomber le gouvernement. Mais voilà donc un gouvernement dans un pays démocratique qui ne coûte pas les gens qui descendent, parce qu'il y a des gens qui sont descendus depuis pour contester cette histoire de retraite, où l'Assemblée nationale a statué, a voté, mais ils ne veulent pas. Ils appliquent impérativement ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça la majorité, la force, c'est-à-dire le président Macron et sa première ministre, Mme Borne, estiment qu'ils ont eu la confiance du peuple à travers les urnes et ils doivent diriger. De la même manière, le RDPC a obtenu d'une manière légitime, légale et autre, légale parce que ceux qui ont voulu contester sont passés par le Conseil constitutionnel qui a donné raison au RDPC, et donc je dis donc que ces gens-là, c'est-à-dire je veux dire nos militants et grands électeurs ont pensé qu'il fallait donner des votes à notre truc. En plus, on a été aidé également par des partis d'opposition.
parmi lesquels ceux qu'on peut appeler radicaux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Bamen Bafoussam, où mon confrère M. Chapi a dit qu'il a voté de le RDPC, alors qu'il est de ce qu'on appelle SDF des G27, c'est-à-dire ceux qu'on a mis de côté. Vous avez vous-même à Douala, on a vécu ça. Et dans ce contexte où l'opposition est incapable de faire front, au lieu de s'unir, naturellement, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas gagner. Parce que l'on imagine mal que dans une compétition où il y a le RDPC, le PCRN, des votes de SDF aillent plutôt au RDPC au lieu du PCRN, et je veux dire dans d'autres zones également. Cela dénote tout simplement d'un manque de solidarité entre les partis d'opposition, et ça dénote également le fait que même ceux de l'opposition savent que le RDPC a les meilleurs candidats. Parce que lorsqu'on vote, d'autres vous a dit, Chapi vous a dit, d'autres vont vous dire que non, effectivement on a voté parce que pour l'intérêt du pays, on choisit ceux qui sont les meilleurs, et ceux qui sont les meilleurs, c'est des députés, c'est des candidats du RDPC. Et cette guerre intestine au sein des partis de l'opposition camerounaise plutôt, fait les affaires du parti au pouvoir. Alors, président Anissé Ekane, 100% pour le Rassemblement démocratique camerounais, vous attendiez à cela? Et comment comprendre qu'aujourd'hui l'opposition aille voter le RDPC? Mathématiquement, ce n'est pas une surprise, bien sûr. Mais je suis très mal à l'aise lorsque j'entends Biliga, parce que la démocratie ne se réduit pas à l'expression d'un suffrage le jour de l'élection. L'exemple qu'il a pris de la France est un mauvais exemple, justement. Parce que Macron a été élu par défaut, dans ce sens que on voulait éviter l'arrivée, par exemple, de l'extrême droite en France. Donc cela ne veut pas dire que c'est un vote d'adhésion. Ça veut donc dire que les élections peuvent avoir un paradigme qui n'est pas celui de la démocratie. Et le fait qu'on ait été, à un moment donné, élu, ne donne pas le blanc-seing à cette direction d'en faire ce qu'ils veulent. Parce que justement, la souveraineté vient du peuple, qui la donne et la retire formellement ou de façon informelle. Que le RDPC gagne le sénatorial, c'est un peu normal dans un pays maillé administrativement, politiquement, financièrement, étatiquement par ce parti. Donc ce n'est pas une surprise. Mais je pense aussi que si justement ce parti et ses dirigeants ont intérêt à la démocratie au Cameroun, il faut qu'ils organisent, je veux dire, pas parce qu'ils sont philanthropes, mais parce que c'est de l'intérêt du pays, qu'ils organisent l'expression démocratique de telle sorte que elles permettent que le peuple s'exprime d'une façon contradictoire. Je veux dire qu'un Sénat où il n'y aurait que le RDPC, ce n'est pas de l'intérêt du pays. Il y a déjà une obésité à l'Assemblée. Est-ce que ce pouvoir a besoin aujourd'hui, pour l'intérêt du pays, à ce que cette même obésité scandaleuse se retrouve au Sénat? Si on aime son pays, on doit l'aimer au-delà du choix partisan qui est matérialisé par un parti politique. La discipline du parti n'est pas au-dessus de l'intérêt du pays. Donc je pense qu'il faut... C'est une réflexion qui n'a pas beaucoup de place pour le moment au sein du RDPC, à savoir, est-ce que quand on aime son pays, on est aussi partisan, aussi sectaire, aussi machiavélique, comme l'est le RDPC aujourd'hui? Machiavélique? Oui, c'est machiavélique. C'est-à-dire que... Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, quand la seule justification pour gagner les élections est qu'on a le maximum de conseillers municipaux ou le maximum de conseillers régionaux, cela veut dire que tant pis pour le reste. Mais n'est-ce pas l'expression démocratique? J'ai dit juste avant que l'expression démocratique ne se réduise pas au nombre d'élus. Les manifestations publiques, les protestations, tout ça fait partie de l'expression démocratique. Réduire, surtout dans nos pays où on a affaire à des régimes néocoloniaux, plus ou moins imposés depuis des lustres, depuis l'indépendance par l'Occident, réduire, si on aime
Je dis, la condition, c'est qu'il faut aimer le pays. Si on n'aime pas, on réfléchit comme Biliga vient de le dire. Donc je n'aime pas le pays, quoi. Alors, je pense sur ce plateau que les opposants ont le monopole de l'amour du pays. Je veux dire que, bon, je comprends que quand tu es sur un plateau de télévision, que tu adoptes une position de ton parti, ça, je l'adopte. Je le comprends. Mais je veux dire que c'est une réflexion à laquelle il faut automatiquement et sérieusement s'adonner. Est-ce que l'intérêt du pays est au-dessus de nos partis? Oui. Est-ce que l'intérêt du pays est au-dessus de nos propres intérêts? Oui. Sinon, on ne parlerait pas de patriote. Le patriote, c'est celui qui met l'intérêt du pays au-dessus de tout. Je n'ose pas croire que Biliga pense qu'il n'y a que les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux ou les conseillers régionaux du RDPC qui peuvent valablement diriger ce pays. Je ne crois pas qu'ils puissent le penser. Mais puisqu'ils ont été votés. Oui, mais ce n'est pas par la force, c'est pas par la force qu'ils ont opté. Il a parlé de la discipline du parti. Je comprends qu'il est ce langage sectaire ici. Mais je crois qu'en son fond intérieur, il comprend quand même que les intelligences, les compétences... Président Ekane, j'ai dit que les gens de l'opposition ont voté le RDPC. Ça veut dire qu'eux-mêmes savent qu'ils sont les meilleurs, c'est tout. Donc il ne faut vraiment pas réduire ça au RDPC. Je crois que Biligala, c'est une position, j'allais dire... Non, moi je parle des faits, je ne fais pas de plateau. Non, pas du tout. Vous savez? Non, pas du tout. Alors, président Sambaka, c'est juste la même question. Vous savez, moi j'ai été aux élections sénatoriales il y a quelques années. Et je suis les élections sénatoriales. Parce que depuis 2 mandats, les sénateurs du RDPC n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait le travail des sénateurs. Maintenant, quand j'apprends que quelqu'un de l'opposition dise qu'il a voté le RDPC parce qu'il avait les meilleurs candidats, ça me fait très mal. Parce que ce que moi je sais, et ce que j'ai vécu par le passé, c'est qu'il a pris 500 000 francs. Et je sais cela parce que, au niveau du RDPC, il y a des braves personnes qui sont choquées par le comportement de certains candidats ou certains électeurs de l'opposition. Quand ils posent des actes comme ça, il sait très bien que le RDPC avait déjà plus de conseillers municipaux. Il sait très bien que les conseillers municipaux du RDPC dorment dans un hôtel, prennent le petit déjeuner, entrent dans un bus, vont voter et ramènent les bulletins de l'opposition. Donc, ils sont sûrs de gagner. Moi, je ne leur reproche pas cela parce que la loi n'interdit pas, la loi ne demande pas qu'on aille fouiller les poubelles. Nous avons eu ce problème quand j'étais à l'UDC à l'Ouest. Vous comprenez? Donc, nous le savons. Mais qu'un membre de l'opposition, au lieu de dire, oui, j'ai pris l'argent du RDPC, parce que le RDPC vous donne l'argent, pas parce qu'ils ne peuvent pas gagner, mais pour montrer aux yeux des Camerounais que l'opposition ne vaut rien et qu'on peut les acheter. Moi-même, j'ai été victime ici, quand j'ai été candidat. Donc, je sais comment ces choses-là se passent. Il faut qu'on prenne notre part des responsabilités de l'opposition. L'opposition camerounaise a des problèmes. Évidemment, quand les conseillers municipaux se constituaient, certains ont dit qu'ils ne veulent pas être conseillers municipaux. L'administration camerounaise, on sait très bien que c'est le socle même, c'est le soutien du RDPC. Donc, si vous n'allez pas, eux, ils sont là. Donc, une élection comme celle des sénateurs, qui est une élection indirecte, évidemment, on est supposé connaître les tendances tout au moins, si on ne connaît pas les résultats avant l'élection elle-même. Mais on constate qu'à chaque fois, parce que ce n'est pas la première fois, et ça je tiens à le souligner, ce n'est pas la première fois que des membres de l'opposition vont voter pour le RDPC. Et c'est ça qui décourage nos populations. Nos populations disent, vous vous réunissez là, vous dites que machin, vous cherchez un candidat unique, vous perdez du temps aux gens. Dès qu'il y a la moindre élection, le RDPC vous ridiculise. Moi, je suis fier de moi, par exemple, parce que quand moi j'ai été candidat, je n'avais aucun
je n'avais aucun conseiller dans la Sanaga maritime. Mais les maîtres Bilega, eux tous, ils ont reçu mon plan de campagne. Ils ont eu mes arguments que je leur ai envoyés par WhatsApp et autres. Mais quelqu'un du RDPC m'a appelé. Et il m'a dit, Monsieur Sambaka, votre programme est très bon. Si vous avez une voix dans la Sanaga maritime, c'est ma voix. Et j'ai eu une voix dans la Sanaga maritime. J'ai eu le même coup dans le Mungo. Tu n'as pas eu celle de Biliga? Non, je n'ai pas eu celle de Biliga parce que lui je lui étais rentré dedans. Mais évidemment, la réponse qu'il m'a donnée, j'ai compris que je peux gagner peut-être ailleurs, mais pas chez lui. J'ai eu la même chose dans le Mungo. J'ai eu une voix alors qu'il n'y avait pas de conseils municipaux là-bas. À Douala, j'avais 4 conseillers municipaux, j'ai eu 4 voix. J'ai contacté tous les conseillers municipaux de l'opposition qui n'étaient pas candidats. Ils ont donné leur voix au RDPC. Quand j'ai crié ça, Sambaka n'est pas important. C'est rien, on balaie du revers de la main. Mais ça continue. Ce système continue parce que hier, quand je l'ai décrié, ayant été victime de l'opposition, n'est-ce pas? Des gens qui vont prendre. Mais là, encore, le montant était 50 000 francs. Ils sont sûrs de gagner. Ils ont des conseillers municipaux qui leur permettent de gagner. Mais d'où vient-il que les membres de l'opposition aillent les voir pour dire que donnez-moi l'argent, je vais voter pour vous. Et après sortir de là, dire que c'est parce qu'ils avaient les meilleurs candidats. Même on se moque de qui là? Il faut arrêter ça. Voilà, donc c'est pour cette raison que je pense qu'il faut qu'on se dise des vérités pour qu'on puisse corriger demain, n'est-ce pas, ces manquements de l'opposition. On doit saluer quand même ceux de l'opposition qui ont voté pour le PCRN, par exemple. Et le PCRN a dû donner aussi des consignes. Mais quant à ceux qui se lèvent pour dire que les candidats, moi j'étais là quand les ministres sont partis de Yaoundé. Ils sont arrivés à Bafoussam. J'étais vice-président de l'UDC. Parce que l'UDC avait 260 conseillers municipaux, je pense. Le SDF n'avait même pas 100. Donc, travaillant avec les conseillers municipaux du RDPC et ayant des programmes, évidemment, les candidats, les conseillers du RDPC ont voulu voter l'UDC. Et ça a fait déplacer tous des membres du gouvernement et tout. Et ils ont réclamé le bulletin de l'UDC. C'est comme ça que le SDF a eu 7 sénateurs à l'ouest. Eux-mêmes avaient l'avantage dans le nord-ouest. Ils avaient plus de conseillers. Et Froundi a donc dit que lui sera candidat au sénateur autorial. Les Camerounais oublient vite. C'est lui qui était tête de liste. Et le RDPC les a battus. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le RDPC, ce n'est pas des enfants de cœur. On ne s'amuse pas avec eux. Donc, voilà comment est-ce qu'on ridiculise l'opposition camerounaise. Et le peuple, vous voulez que le peuple soit motivé? Le peuple ne peut pas être motivé. Bon, moi je vais rester ici, je vais parler, et quand elle est là, il va parler, on va nous regarder, on va dire, oh machin, ceci, cela, et on va faire de suivisme pour aboutir à des résultats comme ça. Moi je pense que l'opposition doit faire son enjeulement. On ne doit pas continuer à accuser le RDPC alors que c'est nous-mêmes qui allons la nuit pour leur dire nous allons vous voter, vous nous donnez quoi? Voilà la réalité des choses. Moi je l'ai vécu, c'est pour ça que je ne suis pas revenu à ces sénatoriales, parce que je sais comment ça se passe, je sais que je ne peux pas compter sur les voix de l'opposition, pourquoi je vais aller mettre ma candidature? D'accord. Alors, la première phase est passée. On va quand même rappeler que jusqu'il encore, on attendait, le Conseil constitutionnel attendait d'éventuels recours au lendemain de ces sénatoriales de 2023. Les élections, on va le rappeler, c'était le 13 mars dernier. Pardon? Le 12. Le 12 mars dernier, 2023. Alors, d'après certaines de nos sources, jusqu'ici, aucun recours n'a été présenté au Conseil constitutionnel. Donc, cette première phase donc passée, on attend maintenant que le chef de l'État nomme les 30 sénateurs. Et c'est à cela que je voudrais, n'est-ce pas, qu'on
quand s'appesantit ce matin, histoire d'interroger la stratégie, et s'il en est une d'ailleurs, que le président de la République pourrait utiliser pour nommer ces 30 sénateurs qui seront issus des dirigeants du Cameroun, président Andissé Kane. Oui, bien, interroger la stratégie de Paul Biya sur la nomination, c'est me substituer au chef de l'État. Je crois que la disposition constitutionnelle qui lui donne ce droit, cette prérogative, dans son esprit, je pense, en regardant le contexte dans lequel cette disposition a été votée, c'était de lui permettre de modifier, vraisemblablement en équilibrant la composition du Sénat. Dans ce sens, comme c'est le cas aujourd'hui, 70 sénateurs RDPC élus entre griffes, je ne crois pas, mais j'ai parlé du machiavélisme, du cynisme du RDPC, je ne crois pas qu'aujourd'hui il est de l'intérêt du pays à ce que le chef de l'État nomme 10 sénateurs du RDPC. 30 sénateurs du RDPC. Donc je crois que c'est si c'est l'intérêt du pays qui est en jeu, malgré tous les avatars de ce pouvoir, la mauvaise gouvernance, le fait qu'ils ne suivent pas nécessairement la voie des intérêts supérieurs des Camerounais, je crois que le bon sens voudrait que le président équilibre, si on peut encore le faire, la composition du Sénat, en nommant des personnalités qui n'ont rien à voir de façon structurelle ou de façon organisationnelle avec son parti. Soit des personnalités indépendantes, soit de la société civile, soit des responsables de l'opposition pour essayer de rééquilibrer un peu le Sénat et qu'on n'assiste pas à une assemblée en réalité qui ne servirait à rien dans le débat public. Mais bon, comme en écoutant Biliga, c'est la loi du... Ils sont gourmands. C'est la loi de la mathématique cynique et je veux dire du gourdin. Bon, l'entourage du chef de l'État peut l'amener à récompenser un certain nombre de ses anciens amis issus du RDPC, comme il a fait à Elecam, et reformer une assemblée haute du Parlement monocorde, complètement monocorde. Alors, Joseph Klobéa, est-ce que le président tiendra compte est-ce que le président de la République tiendra compte de tous ces paramètres dont certains viennent d'être évoqués par le président Andissé Kane? Moi, je pense, je parle des faits de la dernière sénatoriale, c'est-à-dire il y a cela 5 ans. En 2018. Il y a eu un député de l'UPC, mais qui venait du Nord-Ouest. Je ne sais pas si vous comprenez. On est parti chercher un sénateur, je veux dire, du Nord-Ouest. Il y a un sénateur de l'UNDP qu'on a pris dans le littoral, je crois, Ngayap, si je me trompe, dont le président a essayé de le prendre. J'espère que cette fois-ci, il va nous écouter, il va prendre mes 2 voisins, parce que je me rends compte que seulement, j'ai bien peur que lorsqu'ils seront pris, que leurs amis de l'opposition les disent qu'ils sont des proposants, sont des collaborateurs, etc. Parce qu'en fait, c'est ça le drame. On n'a pas eu une opposition. Tout à l'heure, j'ai entendu le président Sambaka frapper sur le RDPC et le gouvernement. Il n'y a pas la suite, il a dit oui, non, c'est l'opposition qui est fautive. C'est nous tous. Parce que je me souviens très bien que lorsque le président Ekindi a été député, il ne l'a pu l'être que parce qu'il y a une coalition de l'opposition. Il y a eu une liste, je crois, UDC et MP et autres. C'est ça qui a permis. Qu'est-ce qui les empêche de continuer à le faire? Qu'est-ce qui les a empêchés de le faire il y a 3 ans lorsqu'il y avait les élections législatives et municipales? Parce que le problème ne se poserait pas de cette manière-là aujourd'hui. Si l'opposition avait réussi à se fédérer pour, sachant par exemple que dans telle zone, c'est tel parti qui est en pôle position, on est derrière tous derrière ce parti-là, et quitte à faire, d'ailleurs le RDP, si vous avez, le gouvernement vous a permis, on a fermé l'œil dessus, parce que la loi l'interdit en
en fait. Mais on nous a permis que, sachant pertinemment que M. Sambaka est de l'UDC et que Ekindi est de MP, que Ekindi vienne sur la liste de l'UDC sans que cela, ou bien de MP, sans que ça ne pose problème. On a vu ça. Donc, mais je veux dire qu'on ne peut pas venir dire au RDPC, le peuple vous fait confiance en vous votant au niveau des législatives, au niveau des régionales, mais n'allez pas voter n'allez pas exprimer le vœu du peuple qui vous donne le pouvoir de pouvoir diriger. C'est-à-dire, et comme diriger au niveau de la décentralisation, c'est à travers les sénateurs, on vous dit non, n'allez pas voter les sénateurs parce que vous risquez avoir une majorité obèse. J'ai dit non. J'étais sur un plateau, je crois, il y a cela 2 ou 3 jours, quelqu'un me disait, le Bénin, c'était le cas du Bénin, le Bénin, il y a un statut de l'opposition. Je leur ai dit, au Bénin, il y a un seul député à l'Assemblée nationale. Il y a un seul, pas 2. Mais je ne sais pas si les gens peuvent dire, on peut venir sur le plateau dire que le Bénin, ce n'est pas un pays démocratique, je ne sais pas quoi. Voilà un peu des exemples que je cite, qui sont des réalités. Et je voudrais qu'on enlève de la tête des gens que lorsque quelqu'un vote pour le RDPC, c'est parce qu'il demande de l'argent ou bien parce qu'il a un intérêt particulier. Moi, je suis du RDPC, je n'ai jamais eu quoi que ce soit du RDPC. Rien du tout, ni dossier de l'État, ni dossier du RDP. Je ne suis même pas avocat de RDP, mais je suis depuis des années. Parce que j'ai de la conviction. Il faut noter qu'il y a des gens qui ont de la conviction. Donc c'est un problème de conviction. Ah oui, c'est un problème de conviction. Donc même les gars de l'opposition, certains votent de RDPC parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a les compétents. Et vous le savez très bien, M. Samba. D'accord. Pour sortir. Je ne le sais pas du tout parce que j'ai vécu ça en direct et j'ai discuté. Lorsque vous m'avez appelé, pour me demander de voter pour vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, vous m'avez dit ce que vous m'avez dit. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas. Non, attendez. Vous n'avez pas voté pour moi, ça c'est clair. C'est ce que je vous ai dit. Je ne peux pas voter pour vous parce que un de vos camarades a eu le courage de m'appeler et de me dire qu'il vote pour moi. Et j'ai vu. Voilà. Un sur combien? Voilà. Il nous reste juste une seule minute et c'est à vous que je pose la dernière question, président Sambaka. Alors, le président de la République pourrait-il surprendre? Non, le président de la République est un légaliste. Le problème qui se pose souvent, c'est au niveau du RDPC. Vous comprenez? Parce que le président de la République, quand on a voté cette loi évidemment disait qu'il y a 70 sénateurs votés et puis 30 nommés par le président de la République. Vous pensez que le président de la République nomme 30 pourquoi? C'est pour le rééquilibrage. Vous voyez, il peut y avoir des manquements dans ces 70 élus. C'est le président de la République qui doit pouvoir corriger pour que ça puisse bien fonctionner. Pour le moment, ça n'a pas bien fonctionné pendant 2 mandatures. On n'a pas vu des sénateurs qui se sont démarqués. On n'a pas vu des sénateurs qui étaient des traits d'union entre les collectivités décentralisées et les chefferies traditionnelles. On n'a pas vu des sénateurs défendre le budget de 15% qui était normalement déjà dans la loi. On n'a pas vu les sénateurs faire le travail qui était le leur. Donc, il y a lieu de se dire que si nous voulons un Sénat efficace, évidemment, il faudra en tenir compte. Si ceux qui ont été élus, il y a des manquements, c'est au chef de l'État, avec son pouvoir. Mais je tenais aussi à dire une chose, très rapidement, parce que les gens ne le disent pas suffisamment. L'esprit du Sénat, c'est que chaque région a 10 sénateurs. Et 10 sénateurs originaires de ces régions. Vous comprenez? Parce qu'ils sont le trait d'union, comme je disais tout à l'heure, entre les chefferies traditionnelles. Ils ont à voir si les lois répondent aux us et coutumes. Donc ce mélange qu'on fait là, de prendre des gens qui viennent d'une autre région pour mettre dans telle autre région et tout cela, ça c'est un problème. Parce que ça ne répond pas à l'esprit de la loi. D'accord. Merci cher monsieur. On va rappeler que nous avions en plateau ce matin Ranissé Kané, président du Manidem, qui nous reviendra encore certainement, Cyril Sambaka, président de l'Alliance de forces progressistes, et Joseph Claude Biliga. Voilà. Oui, qui se réjouit tout le temps de donner des conseils à l'opposition. C'est terminé. On va rappeler que c'est une déformation professionnelle. Joseph Claude Biliga est un militant de base. Vous savez, je suis entouré des 2 présidents. Voilà, du RDPC. Merci cher monsieur de passer par ici. Le prochain rendez-vous du train d'audace, c'est lundi lorsqu'il sera 5h30. Restons fidèles, nos programmes se poursuivent. Bien des choses à vous. Au revoir.